Bonjour et bienvenue à ce 4e Die and Retro. Aujourd'hui je suis votre hôte Thomario et je suis accompagné des 2 experts suivants, c'est-à-dire Dr D. Hello. Et Mouni. Salut. Et ça rime en plus. Aujourd'hui on va vous parler, déjà juste petite parenthèse, c'est un peu nouveau par rapport au Die and Retro. C'est la première fois où la personne qui interroge, c'est-à-dire moi ici en l'occurrence, connaît très bien le jeu dont on va parler, et ce jeu, mieux que d'habitude, la plupart du temps, les autres connaissaient, mais en surface. Mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué et que j'ai beaucoup aimé. C'est le Batman Arkham Batman Arkham City. Excusez-moi. C'est donc le 2e et c'est pour ça que je me suis trompé avec Asylum. C'est le 2e de la série des Arkham. C'est pas le 2e jeu Batman, mais c'est le 2e jeu de cette série de Batman Arkham. Et voilà. Et nos 2 experts sont encore plus rodés que moi, donc je vais commencer à poser les premières questions. Avant qu'on entame vraiment cette conversation, sachez que ça sera comme d'habitude avec les Die and Retro, ça sera totalement spoilerifié. Donc si vous ne voulez pas connaître la fin de Arkham Asylum, je vais y arriver, de Arkham City, coupez maintenant, parce qu'on va dire plein de choses, et puis je peux vous assurer que le scénario de Arkham City est vraiment, vraiment intéressant, surtout la fin. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter d'écouter, et puis je vous conseille d'écouter d'autres Pixels Café très intéressants. Voilà. Donc, première question, première partie, on va parler du contexte historique. Donc, à quel moment de l'histoire vidéoludique Batman Arkham City est sorti, et qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'industrie en général? Alors je vais répondre à cette question en sachant que tu as fourni une bonne piste de transition aussi. Il faut savoir que ce Arkham City est sorti en 2011. Il fait suite à un épisode dont on a parlé qui était Arkham Asylum. Et en fait, avant ces 2 jeux, les Batman c'était uniquement des jeux d'action. Certains étaient assez sympas, mais globalement ça cassait rarement 3 pattes à un canard. Et ce qu'il faut vraiment dire, c'est que la particularité de ces 2 jeux par rapport au reste de l'univers Batman, c'est qu'il reprend assez explicitement la série animée des années 90 qui avait été créée entre autres par Paul Dini. Alors Paul Dini, si les gens ne le connaissent pas, en fait c'est un animateur et aussi un scénariste surtout, créateur d'un certain nombre de personnages dans l'univers d'ici, dont Harley Quinn, et auteur qui a complètement recréé le background de Mr. Freeze par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a amené pas mal de psychologie dans l'univers de Batman, et en fait... Littéralement d'ailleurs, parce que les personnages sont psychologues, non? Pour certains, oui. La femme du Dr. Freeze, elle est aussi. Puis Harley Quinn aussi. Pardon. Mais c'est vrai que déjà avant son arrivée dans l'univers de Batman, il y a énormément de psy. Il y a encore l'épouvantail, Hugo Strange, et on va en parler un petit peu d'Hugo Strange. Mais avant ça, tu parlais de la série des Arkham. Il y a une petite controverse parce que finalement, est-ce que Arkham c'est une quadrilogie, est-ce que c'est une dilogie? En réalité, il y a un bloc de 2 jeux, en tout cas, qui était sûr, parce que le projet était d'en avoir 2 à la base, qui ont été développés par Rocksteady, un groupe de développeurs qui sérieusement sont entrés dans la lumière avec Arkham Asylum, et encore plus avec Arkham City, qui est un jeu ultra marquant pour son époque. Puis après, on a retiré le bébé des mains de Rocksteady pour le donner à Warner Games avec un 3e jeu qui était Arkham Origins, qui était tout à fait intéressant au niveau de sa trame scénaristique, mais qui restait dans la même logique, il faut bien l'admettre, et qui reprenait certains stéréotypes qui avaient marché avant. Et il a été assez mal reçu d'ailleurs. Il a été assez mal reçu. Moi je l'ai trouvé très sympa pour le scénario, mais le gameplay était un peu plus lourd. Il n'y a
pas de nouveauté vraiment dans Origins. Au moins la différence avec Asylum et Arkham City, c'était Asylum c'est plus un peu huis clos, alors que Arkham City il y a une grande liberté dans la ville, dans Arkham City carrément, et Origins ça reprenait ça reprenait tout en fait, puis il y avait rien de nouveau. Voilà. La particularité qu'il y avait avec Arkham Origins, c'est que c'était un monde ouvert. Enfin, c'est un tir qui était en partie corrigé avec le dernier Arkham Knight, qui lui était monde ouvert, mais ils introduisaient la Batmobile pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Et dans les deux cas, Gotham était devenu tellement immense qu'il y a vraiment des moments où on s'ennuyait. Je pense que ça distingue bien les deux premiers qui sont des huis clos, un huis clos plus étendu pour Arkham City, on va en parler, de Arkham Origins et Arkham Knight. Alors il y a une chose à dire sur Arkham Origins rapidement, c'est que c'est un préquel des deux autres, et je fais un petit teaser tout en ne disant pas pourquoi, mais vous comprendrez pourquoi ils ont eu envie de commencer au niveau scénaristique avec ce qui se passe avant, dans les débuts de Batman et de certains de ses adversaires, comme par exemple Pingouin. Ouais, moi j'avoue très honnêtement que j'ai joué aux deux premiers, je les ai séchés, j'ai adoré ces jeux, mais que j'ai tenté à 2 reprises d'entamer Origins et ça m'a pas du tout plu, et du coup à cause de ça j'ai complètement raté Arkham Knight, qui pourtant il paraît être un très bon jeu. Ouais, je l'ai trouvé mieux que Origins, mais moins bien que les deux City et Asylum. Ouais, c'est clairement ça. C'est partagé, j'avoue. Mais en tout cas, la force de ces jeux, et on en parlera un petit peu plus après, mais c'est vraiment pour introduire sur l'idée de scénario, c'est que l'intrigue est simplement géniale. Eh bien, tu nous teases beaucoup sur l'intrigue, sur le scénario et tout ça, et ça tombe bien parce que la deuxième partie de notre Die-In Retro se concentre sur le scénario. C'est la partie en général la plus longue, mais c'est aussi sans doute la plus intéressante, et celle qui va donc révéler tous les spoilers du jeu. Donc on va laisser Dr. D entamer avec le résumé de Arkham Asylum, mais cette fois-ci je ne me suis pas trompé, pour ensuite enchaîner sur le scénario propre du jeu Arkham City. Très volontiers. Alors, on est obligé de dire 2-3 choses d'Asylum parce que il faut bien le préciser, la série entière a une cohérence et ce qui se passe à la fin d'Arkham Asylum va être le point de départ de Arkham City. Alors, l'idée de ce huis clos, en fait, c'est que Arkham Asylum commence avec Batman qui ramène le Joker qui s'était évadé et l'y conduit. Il se rend compte que finalement c'était étonnamment simple. Pourquoi est-ce qu'il a eu beaucoup plus de facilité à réussir à le rattraper ? Tout simplement parce que c'est un piège. Une émeute soigneusement préparée par le Joker éclate et Batman et le commissaire Gordon sont prisonniers à l'asile d'Arkham, qui est le théâtre d'événements tout à fait sanglants. Batman découvre entre autres, et ça c'est plutôt le pitch, la fin de la deuxième partie, que le Joker produit une substance qui est appelée le Titan, qui a été synthétisée sur la base du Venom, c'est-à-dire la drogue utilisée par Bane pour devenir ultra fort. Et en l'occurrence, il s'en sert pour se créer une armée de criminels à la force démesurée, et avec une intention tout à fait claire de ressortir de l'asile après avoir réglé ses derniers comptes avec Batman, et avoir une armée tout à fait prête pour faire une razzia sur Gotham. Alors, évidemment, il n'y a pas de surprise, Batman s'en sort, il arrive à arrêter le Joker, mais après avoir consommé trop de titans, le Joker est emmené aux soins intensifs, il est hospitalisé. Puis il faut bien dire que le combat final fait que Batman l'a mis dans un état absolument lamentable. Et c'est sur cette base-là que va continuer le scénario d'Arkham City. Donc le Arkham City qui commence presque, on peut dire, enfin quelques mois en tout cas après Arkham Asylum, et on découvre que le directeur de l'établissement, donc l'asile d'Arkham, est le nouveau maire de Gotham,
de Gotham City. Et il a comme plan de construire une prison géante qui s'appelle donc Arkham City. Et pour pouvoir enfermer tous les plus grands criminels de Gotham en un seul et même endroit. Donc il condamne une partie de la ville de Gotham pour en faire une prison géante. Et Batman essaye de déjouer son plan. Enfin, en tout cas, il s'oppose fermement à cette idée. Et pour ce faire, il préfère plutôt se concentrer à une carrière un peu politique en tant que Bruce Wayne pour essayer de déjouer ses plans. Sauf que pendant un meeting, il se fait kidnapper et il se retrouve prisonnier dans Arkham City. Et il se réveille et il découvre un psychiatre, le docteur Hugo Strange, qui lui apprend qu'il est enfermé à Arkham City et qu'il connaît son identité, donc qu'il sait que Bruce Wayne est Batman. Et donc vous commencez un peu le jeu dans une prison dans Arkham, et vous devez en sortir un petit moment de castagne avec des prisonniers, et vous réussissez quand même à vous échapper et pour retrouver enfin votre bête costume envoyé par Alfred en dessus de, sauf erreur, le bâtiment d'Ace Chemicals. Oui, Ace Chemicals, voilà. Exactement. Vous devez grimper et retrouver votre costume. Et une fois que Batman est tout apprêté, il découvre que Catwoman est piégée dans le palais de justice. Et il s'y rend. Et il découvre qu'elle est, elle est retenue un peu en otage par Double Face, qui veut essayer de découvrir... il veut essayer dans cette prison de s'imposer... dans la prison d'Arkham City, il veut essayer de s'imposer, de montrer que c'est quand même... c'est quand même un grand méchant, quoi. Et il la kidnappe et elle réussit à s'en sortir. Et à partir de ce moment-là, il y a toute la relation Batman-Catwoman qui entre un peu dans l'histoire, puisqu'elle est aussi jouable. Il y a des phases de jeu avec Catwoman, c'est assez cool. Qui était jouable seulement en DLC, si je ne m'abuse, non ? C'est juste, à la base c'était un DLC. Contenu téléchargeable, mais qui apportait toute une partie, je dirais, une face sombre à l'histoire, parce que Catwoman n'a pas du tout les mêmes objectifs, et en même temps, elle va à plusieurs reprises interagir avec Batman, et plutôt que de la voir comme un Deus Ex Machina, on la voit progresser dans ses propres intérêts, mais elle se rend compte que par moment Batman va avoir des problèmes, puis du coup elle vient aussi à sa rescousse, ce qui est plutôt sympa aussi, parce que le point de départ c'est quand même Batman qui sauve Madame, et en fait on voit qu'il y a un vrai équilibre. Et après l'avoir sauvée, par le biais d'un tir de sniper intempestif, le Batman découvre que le Joker est là et qu'il souhaite... il veut attirer son attention, hein, puis surtout il est aussi là pour jouer au méchant, quoi, hein, clairement. Et donc Batman se rend dans le quartier général du Joker pour essayer de l'empêcher de faire le mal, quoi. Et il se trouve que le Joker arrive à empoisonner le Batman avec son sang qui est contaminé par du titan, donc par la substance qu'on retrouve dans Arkham Asylum. Il arrive à l'empoisonner, et Batman découvre que le seul antidote qui pourrait, un des seuls antidotes en tout cas qui pourrait le sauver, c'est Mr. Freeze qui le détient. Mais ce dernier est détenu par le Pingouin dans le musée de Gotham, et il doit donc aller castagner les âmes de main du Pingouin afin de pouvoir sauver Mr. Freeze. Et une fois qu'il arrive à l'aider et à le sauver, il se rend compte que son antidote n'est pas utilisable en tant que tel, et qu'il doit synthétiser autre chose.
Il y a autre chose que l'antidote qui doit pouvoir fonctionner normalement. Et donc, une des seules personnes qui puisse l'aider, c'est un personnage immortel, Ra's al Ghul. Donc le sang de Ra's al Ghul pourrait sauver Batman, être l'un des seuls antidotes qui puissent l'aider. Et donc il se rend dans le quartier général de Ra's al Ghul et de la Ligue des Assassins en général pour pouvoir mettre la main sur une goutte du sang de Ra's. Et à partir de là, je pense que vous le sentez déjà dans ce qu'on raconte, on a un enchaînement de rencontres avec les personnages de l'univers de Batman qui est assez fou, mais extrêmement bien articulé. Parce que finalement, avoir l'occasion de croiser le Joker, Freeze, le Pingouin, puis Ra's al Ghul, ça peut juste sembler être un espèce de bombardement façon jeu de combat. C'est absolument pas le cas. C'est vraiment très intelligemment ficelé. Ils sont tous prisonniers dans la même cité ghetto et en l'occurrence, il vient se dresser encore un autre point mystérieux, parce qu'on sait qu'à peu près tout le monde est présent dans la cité-prison d'Arkham City, mais il y a un mystère qui est filé tout au long de l'histoire, c'est que progressivement on entend et les gardes et Hugo Strange parler par interphone d'un projet qui s'appelle le Protocole 10. On ne sait pas ce que c'est mystérieux, c'est le grand projet d'Hugo Strange, et du coup, parallèlement à ça, Batman essaye de comprendre ce qui va se jouer et pose souvent la question à ses ennemis ou à ses alliés, dans ce sens. Ce qui pourrait être intéressant à noter aussi, si ma mémoire ne me joue pas des tours, c'est que le Joker est dépicté assez rapidement. Il me semble pas qu'on le voit en entier, mais il me semble qu'on voit clairement qu'il est très malade. Et on va comprendre un peu plus tard en jouant qu'il y a une espèce de contradiction un peu plus tard que je vous laisserai révéler évidemment, mais je trouve c'est vraiment intéressant de voir que dans le début du jeu on le voit vraiment particulièrement malade. Et en fait il y a quelque chose d'assez intéressant dans le duo ou la dualité Joker-Batman qui se joue là, parce que le Joker est malade et mourant, c'est tout à fait explicite. Et pour être sûr d'être soigné, il empoisonne Batman de la même façon. Et Batman lui dit on va mourir tous les deux. Bien fait. Mais le Joker, qui est fidèle à lui-même, a déjà tout prévu. Et il a envoyé plusieurs échantillons de son sang dans les hôpitaux de la ville. Ce qui force Batman en fait à trouver un moyen de se soigner lui pour soigner les autres. Et c'est ça la quête secondaire, si j'ose dire, par-delà cette enquête avec un grand méchant qui n'est pas à proprement parler le Joker dans un premier temps, ce serait plutôt Hugo Strange, dont on ne comprend pas les motivations, qui vient s'entremêler à cette quête pour la survie de Batman, ce qui rend le jeu beaucoup plus tendu que le huis clos qu'on avait dans l'épisode précédent. Et donc, que se passe-t-il cette fois ? Il va partir chercher Ra's al Ghul et récupérer le sang, et dans ce cadre-là, on va de nouveau avoir une confrontation intéressante qui ne sera pas en termes de combat, mais amoureuse et idéologique avec Talia al Ghul, la fille de Ra's, le deuxième grand amour de Bruce Wayne avec Catwoman. Et il y a des conflits idéologiques extrêmement importants, puisque Talia voudrait elle voudrait que Bruce devienne le successeur de Ra's al Ghul, reprenne la tête de la Ligue des Assassins, ce que Batman et Bruce Wayne, unis dans ce positionnement idéologique, refusent catégoriquement. Donc, il y a un affrontement avec Ra's qui ne meurt pas, et puis Batman retourne voir Mr. Freeze et l'affronte. Donc après cette petite interlude chez Ra's al Ghul, Batman a réussi à récupérer le sang de Ra's et va voir Mr. Freeze pour qu'il puisse réussir à synthétiser un antidote. Sauf que une fois arrivé au GCPD, là où il y a
Freeze. Gotham Police Department. Gotham Voilà. City, pardon. Police Eh Department. bien, il arrive, Freeze l'attend, bien armé, avec tous ses sbires, et il veut lui casser la gueule, parce que le Joker retient en otage enfin, retient en otage. Voilà. Oui. Ouais, oui, clairement. La femme de Freeze, donc, et Freeze n'a pas d'autre choix que d'attaquer Batman, puisque c'est ce que le Joker veut, attend de lui en tout cas. Et à l'issue du combat, Batman se fait voler l'antidote qu'il avait synthétisé. Il se fait voler par Harley, sauf erreur, Harley Quinn. Et à partir de ce moment, il découvre que Hugo Strange a déclenché le protocole 10, le fameux protocole 10, qui a pour but d'exterminer tous les détenus de la prison d'Arkham. Donc Batman se lance à la recherche de Hugo Strange et fonce à la Wonder Tower, là où se cache Strange. Et il est attendu au sommet de la Wonder Tower par Ra's al Ghul, qui se trouve être, derrière l'idée du protocole 10. Donc c'était vraiment, c'est la source du protocole 10, c'est le grand méchant, si je puis dire. Strange, on se rend compte que c'est un peu un sbire. Et Raz finit par tuer Hugo Strange. Et sauf que ce dernier déclenche l'autodestruction de la Wonder Tower juste avant de mourir. Donc ce qui fait que tout explose, la tour explose. Et Batman arrive à s'échapper in extremis de l'accident, mais par Raz, qui finit empalé, voilà, charmant, devant les portes de la prison, je crois, en plus. Et alors que Batman pensait que c'était fini, le Joker pirate les haut-parleurs et les écrans. Voilà, des écrans, merci. Il pirate tout le système et l'informe qu'il détient en otage Talia au Monarch Theater, sauf erreur. C'est le théâtre derrière lequel les parents de Bruce sont morts en plus. Ça donne une petite séquence assez riche en émotions, quand on y va d'ailleurs. Et donc il la retient au théâtre et il dit que si Bruce ne vient pas, si Batman ne vient pas, elle mourra. Donc il est obligé de s'y rendre évidemment. Et on découvre un Joker en pleine forme, qui semble tout à fait remis de toutes les maladies qu'il avait. Et à l'issue d'un petit combat, on découvre que au final il y avait Deux Jokers. Oui, voilà. Il y avait 2 Jokers en réalité. Et que le vrai Joker est bel et bien malade, et vraiment en très très mauvaise posture en tout cas. Et que le faux Joker, c'était Gueule d'Argile. Donc s'ensuit tout un combat contre Gueule d'Argile et contre le Joker qui vous tire dessus. Et c'est assez épique. Et tout dernier moment, alors que Batman est victorieux et qu'il a l'antidote avec lui, le Joker, le Batman, pardon, il prend l'antidote, une partie de l'antidote, et le Joker tire sur Talia, ce qui le fait lâcher l'antidote qui lui restait, en tout cas la partie de l'antidote qui lui restait. Je crois qu'il lui met un coup de couteau, mais effectivement c'est dans cet enchaînement-là que se passe le moment où Batman lâche le flacon avec le reste de l'antidote qui était prévu pour le Joker. Voilà, et en fait tout le twist un peu, c'est que, un petit twist quand même, c'est que le Batman avait prévu de donner le reste de l'antidote au Joker, mais le Joker n'y a pas cru forcément, et du coup il a tué Talia, et ça a mis de côté toutes ses chances de pouvoir boire l'antidote.
donc le Joker se retrouve au bord de la mort, sans rien, et au final il meurt dans un éclat de rire, et avec et Batman sort de la prison d'Arkham City en tenant avec lui le Joker dans ses bras. Et c'est ainsi que l'histoire d'ailleurs se termine. Sur cette phase qui est extrêmement choquante, où en fait la cinématique finale, en plus on la vit avec les yeux du commissaire Gordon qui attend, qui ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur d'Arkham City. Et lorsque les portes s'ouvrent, on voit Batman complètement abîmé en train de porter le cadavre du Joker, qu'il pose sur la voiture avant de disparaître. Alors, on pourrait encore étoffer un tout petit peu en disant que du scénario, au fil des péripéties, on recroise Catwoman à plein de moments qui, elle, tente simplement d'entrer à Arkham City parce que le pouvoir qu'a acquis Hugo Strange est tel qu'elle arriverait à complètement disparaître, tant sur le plan de son casier judiciaire que du reste, et en fait, tout en ayant un profil entre guillemets de criminel, son détour par Arkham l'amène à venir sauver Batman. On ne sait pas très bien si c'est par amour ou par montée de cœur, mais il y a aussi tout un dilemme éthique qui se joue à ce moment-là, qui est extrêmement intéressant, et ça vaut la peine de faire et le jeu et le DLC qui normalement s'insère directement dans le jeu. Mais c'était même pas un DLC, c'était un... Pardon, c'était un épisode. Mais je crois qu'il était, si vous aviez pris l'édition collector ou une précommande, parce que je sais que moi j'avais ajouté le jeu Day One et puis j'avais déjà le truc de Catwoman, donc il me semble que c'était un truc de précommande. C'était un contenu payant qui pouvait être activé d'entrée de jeu, il était sur le jeu. Ouais, mais je crois que moi j'avais pris une édition collector et qui était inclus directement avec le DLC, il me semble. Bien. Autre chose à dire par rapport au scénario, ou on peut enchaîner sur... Non, après il y a plein de quêtes où vous croisez d'autres personnages. Il y a Poison Ivy, on la croise aussi quand même un peu. Il y a Bane qu'on retrouve aussi. Mais pas beaucoup, mais on le voit quand même, donc c'est assez sympathique. Il y a Hush. Il y a Hush, il y a Deadshot. Il y a le chapelier fou, oh là là. Le chapelier fou, oui. D'ailleurs, c'est vraiment... Ces quêtes, elles sont assez flippantes, assez space. Et puis il y a un personnage très mystérieux, c'est... Mince, il a un nom religieux. Edward Nigma. Non, Oui, il a... Comment il s'appelle? Pas Azazel, peut-être? Azazel, oui, je Il crois. me semble qu'il y a Azazel aussi. Ouais. Bref, lui, c'est un des personnages qu'on croise à peine. Enfin, on ne croise pas, je crois qu'on entend juste parler. On le croise et c'est un personnage mystique, mais qui va devenir Batman. Ok. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entier de l'univers de Batman, à un moment donné, Bane brise le dos du Chevalier Noir, d'où son titre de l'homme qui a brisé Batman, et qui va le remplacer le temps qu'il se remette? Azrael. Ok. Mais bref, on s'éloigne un petit peu, tout ça pour dire que le jeu est bourré de références et puis de personnages très importants. Moi, j'avais beaucoup aimé ce scénario parce que il mettait en avant d'autres personnages que le Joker, même si le Joker restait le point central. Mais j'aimais beaucoup le fait qu'il mette en avant deux personnages que j'aime beaucoup, deux méchants que j'aime beaucoup, le Pingouin et puis Double Face, même si Double Face est un peu sous-exploité. Ouais. Mais voilà. On va beaucoup plus dans Arkham Knight. Ouais, il paraît, j'ai entendu ça. Et puis en même temps, c'est l'ennemi de Catwoman là-dedans, essentiellement. Ouais. Bref, du coup, on va passer à la partie gameplay. Qu'est-ce que ce jeu apporte en termes de gameplay, de jouabilité et de rejouabilité peut-être, et puis quelles sont les particularités du jeu que vous pouvez citer? Alors, pour la partie gameplay, donc il y a... c'est assez simple, on va dire, c'est un peu exploration, si on veut, se balader dans la ville avec le grappin, planer, voler, tout ce que vous voulez. Il y a aussi toute la partie combat aussi qui est
simple, on va dire, mais ça marche bien, c'est assez efficace. C'est donc toute une série de combos et chaque personnage, il faut utiliser une combinaison spéciale pour éliminer certains personnages. Par exemple, quand il y a des gars avec des boucliers, il faut leur sauter par-dessus, ou bien quand il y a des gros, il y a des gros monstres. Enfin, c'est des criminels sous titan en fait. Voilà, et bien il faut les tabasser, faire la raclée, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est la raclée. C'est la raclée. Et c'est assez comment dire, c'est assez simple, mais je trouve que ça marche vraiment bien. Enfin, c'est pas non plus pour les hardcore gamers, comme je veux dire. Ouais, moi je trouve que le jeu prend vachement par la main, par ça, ouais, mais c'est agréable, c'est agréable. Il y a des défis un peu plus difficiles, mais pas sur la quête de base. Mais on peut encore ajouter une information, c'est qu'en plus de la partie enquête qui peut être complètement exploratoire et des phases de combat qui sont beaucoup plus musclées, on peut avoir des phases où là ce jeu s'inspire un peu de quelques idées qui sont nées essentiellement avec un jeu comme Metal Gear Solid. C'est qu'on peut aussi avoir toute une série de phases où la discrétion prime et où on peut se débarrasser de pas mal de monde sans jamais avoir de combat de mêlée. Parce que sinon on peut avoir 14 personnes autour de nous avec des barres de fer et là c'est vraiment brutal. Alors qu'à d'autres moments on a des gens qui sont armés, on a vraiment intérêt à les faire disparaître un par un en les assommant. Alors pendant ces combats notamment, vous pouvez vous cacher dans des trappes sous le sol ou bien vous accrocher à des gargouilles pour essayer d'éliminer petit à petit tous les ennemis. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'ils sont quand même assez bêtes, hein, les ennemis, parce que vous vous baladez, vous êtes en dessus sur une gargouille et dès qu'il y en a un, enfin, si vous tuez quelqu'un et qu'il y en a un qui vous voit et qui vous voit grimper sur la gargouille, il vous suffit de sauter de gargouille en gargouille pour qu'il fasse « Oh, ok, je suis plus là ». Voilà. Donc, il y a tout... après, il y a vraiment tout l'aspect enquête que j'ai trouvé quand même vachement bien fait et très cool. D'ailleurs, j'ai pas trouvé ça aussi bien dans les autres jeux parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Mais il y a toutes des zones d'enquête où vous devez scanner des indices pour pouvoir découvrir, je sais pas s'il y a des meurtres ou comme ça, et vous pouvez faire un espèce de rapide retour dans le temps, enfin retrouver qu'est-ce qui s'est passé. C'est assez bien fait comme ils ont fait ça. Il y a encore autre chose à dire en plus des enquêtes et des bastons, c'est que ce jeu est un magnifique hommage à l'univers de Batman dans sa partie sérieuse, hein, et en l'occurrence il est énormément basé sur son scénario et sur son ambiance. Et pour nourrir cette ambiance, il y a deux aspects auditifs importants. Le premier, c'est qu'il a une musique qui emprunte en partie des bandes originales de certains Nolan, sauf erreur, pour certains thèmes, ou des versions en tout cas, assez proches. Ça se rapproche bien, ouais. Et puis, par contre, ce qui est une certitude, c'est qu'une très grande partie du cast original, tant pour les versions originales que pour les versions françaises, des doubleurs sont fidèles au poste. Et c'est assez formidable d'avoir vraiment tous les doubleurs bien connus du Joker, du Pingouin... et tous les autres en fait. Ouais, aussi en VO qu'en VF en plus. Mais effectivement, dans la version originale, en plus, on a des grands acteurs. On a quand même Mark Hamill pour le Joker, pour prendre juste l'exemple le plus obvious, mais allez même sur Wikipédia, tout ce que vous voulez, vous allez voir qu'il y a un cast qui est assez impressionnant sur les persos. Ok, très bien. Je lance du coup la catégorie suivante, qui sont les thèmes qui sont abordés dans ce jeu. Vous en avez déjà cité quelques-uns par rapport au scénario, mais peut-être approfondir et puis peut-être montrer ceux qui vous ont le plus choqué, surpris, que vous avez adoré, peu importe. Alors, évidemment, l'univers de Batman, par nature, il est très violent. Et en termes de thème, c'est quand même un jeu vidéo qui est vraiment, vraiment bien, parce qu'il arrive à
cas nous sortir des clichés des comics qui n'apportent pas grand chose et qui sont un peu bébêtes, ce qui est vraiment, enfin, toutes les mauvaises représentations qu'on peut avoir sur DC ou Marvel si on n'aime pas. Et là vraiment on a une thématique de fond qui va être l'idée du sécuritaire avec vraiment un concept de prison ghetto et le fait de faire passer les intérêts entre guillemets du peuple avant les droits des prisonniers, ce qui est quand même plutôt intéressant, et ce qui va être poussé vraiment à l'extrême où en fait ces ghettos deviennent littéralement un camp d'extermination. Et c'est pas pour atteindre le point Godwin, mais il y a vraiment tout un questionnement éthique, moral sur qu'est-ce que le crime peut amener comme réponse en termes de justice. Est-ce qu'on a droit de vie ou de mort sur les gens? Et puis il y a une vision du bien et du mal qui se voit représentée par plein de contrastes différents en fonction des différents personnages qui l'incarnent. On a une Catwoman qui est quand même plutôt une criminelle, mais qui a clairement un bon fond, par exemple, qui a un très bon contraste de Batman, qui lui-même est plutôt quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la régularité, mais qui, lui, se veut un modèle de justice absolue. Puis à côté, on a un panel de personnages qui est juste complètement fou. Enigma ou Strange, ou même Ra's al Ghul, veulent faire justice par tous les moyens, avec des violences qui sont évidemment plutôt questionnables. Ivy, terroriste qui ne veut que la domination des plantes, ou encore le cas par exemple de Freeze ou de Harley qui eux n'œuvrent en bien ou en mal que par amour. Puis enfin on a évidemment la bromance entre Batman et le Joker qui lui à lui seul est tellement génial comme incarnation du plus pur méchant nihiliste, on n'a jamais trouvé mieux. Pour en revenir au thème de droit de vie ou de mort sur quelqu'un, ça revient vraiment beaucoup. Déjà toute la partie avec Ra's al Ghul, puisque Batman refuse catégoriquement d'être le chef de la Ligue des assassins parce qu'il tue, et Batman refuse de tuer. Donc ça fait tout un conflit avec Talia et avec Ra's justement là-dessus, parce que pour lui justement il n'a pas le droit de tuer les gens, donc c'est pas à lui de le faire en tout cas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il combat fermement Ra's. Et il y a également là par contre je spoil un peu, enfin c'est pas un spoil mais bon, j'empiète un peu sur Arkham Knight là, puisque suite à la mort du Joker, pendant tout le long de Arkham Knight, vous avez le droit à tous les commentaires, que ce soit des soldats ou bien des méchants ou comme ça, qui vous font des commentaires sur le fait que le Batman aurait décidé de laisser le Joker mourir. Ou même de le tuer vu que personne n'assiste à la scène. Ouais. Ou bien de le tuer parce que justement ils sont que deux. Ils savent pas si le Batman voulait le sauver ou pas. Ils savent juste que le Batman sort de la prison avec le Joker dans les bras. Et il y a tout ce côté, est-ce que Batman a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il l'a tué ou pas? Et ça le hante aussi quand même un peu le Batman, mais ça je n'en dirai pas plus. Ça c'est littéral, hein. Il me semble. Il se fait vraiment hanter, non? Oui, voilà. Oui. Je n'en dirai pas plus. Parce que bon, on va pas tout spoiler non plus. Non. Après, pour en revenir le thème de l'amour, on le revoit vraiment beaucoup. Entre Batman et Catwoman, il y a toujours ce jeu un peu. Elle sait pas est-ce qu'elle doit le sauver ou pas. Après, il y a aussi Ivy avec ses plantes, hein, toujours. Ivy avec ses plantes. Puis il y a tout un DLC, sauf erreur, sur Harley Quinn. Mm-hmm. Donc ça se passe quelques semaines, si je crois bien, ou bien en tout cas des mois après l'incident d'Arkham City. Et Batman doit arrêter Harley Quinn
parce qu'elle elle est devenue cinglée suite à la mort du Joker. Enfin, elle est devenue cinglée. Elle l'était déjà, mais encore plus. Suite à la mort du Joker, et il se trouve qu'il doit l'arrêter, et il y a même Robin qui vient l'aider un peu sur le truc, je crois. Il est tellement sexy, Robin, dans ce jeu. En blague à part, effectivement, on passe l'essentiel du DLC à incarner Robin qui doit sauver Batman. Voilà. Là, c'est vraiment la vengeance de la personne dont on a tué le grand amour. Voilà, elle aime tellement le Joker, et là elle est en mariée, carrément. Elle est en mariée Endeuillée. Voilà, endeuillée, exactement. Elle a un voile noir, elle est devenue full dark, et c'est assez impressionnant de voir que même après la mort du Joker, elle ne pense qu'à lui. Moi, ce que j'aime beaucoup par rapport au thème de vie et de mort, c'est que le jeu, même avec son gameplay, arrive très bien à mettre en avant le fait que Batman ne tue pas, et même si des fois il porte quand même des sacrées patates, il n'y a vraiment aucun moment où on se dit ah ouais, là Batman il va fort, enfin voilà, ça reste des criminels, donc il leur fout une bonne patate, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, qu'il n'y a aucun moment où vous avez du vrai, enfin il n'y a pas beaucoup de sang, il n'y a pas beaucoup de, enfin il n'y a pas de mort, quoi, donc c'est intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment un aspect qui a été pas bien traité dans Arkham Knight, parce que, pardon, mais la Batmobile non létale, on n'y croit pas 2 secondes, hein, parce que rouler sur des gars, leur balancer des missiles dessus, c'est censé juste les assommer, on sait pas pourquoi. La pichenette. Voilà, c'est ça. Genre ils touchent la bagnole, ils sont électrocutés, donc ça fait rien. Enfin, c'est assez bizarre comme ils ont fait. D'accord. D'autres thèmes ou on enchaîne sur les moments forts? Je crois qu'on peut passer au moment fort. Eh bien voilà, tout est dans le titre. Quels sont vos moments forts de Arkham City? Alors moi, il y a eu 2 moments qui sont assez semblables, qui m'ont assez marqué. C'est la mort de Bruce Wayne, même s'il ne meurt pas vraiment, hein, puisqu'il y a une première fois où à cause du poison, il est tellement affaibli que vous arrivez vers sauf erreur, je crois que c'est quand il se rend au quartier général de la Ligue des Assassins, je crois. Il y a des portes qui s'ouvrent et il y a le paradis avec les parents de Bruce Wayne qui lui disent mais viens Bruce, viens, et c'est terrifiant cette scène, elle est juste incroyable, elle vous scotche, vous êtes là non, puis on sent qu'il est un peu libéré, quoi, et c'est incroyable cette scène. Et il y a aussi une deuxième scène où ça doit être du coup dans la partie de jeu avec Catwoman. Il y a un moment où Batman est pris sous des décombres, et elle se dit elle doit aller le sauver, sauf que vous avez le choix. Soit vous allez sauver Bruce Wayne, ou soit vous vous cassez de Arkham City, parce qu'elle a l'occasion de se casser d'Arkham City avec une mallette remplie d'argent, je crois, un truc comme ça. Alors, soit vous partez, vous en fichez de Bruce Wayne, de Batman, ou soit vous allez le sauver clairement, et vous pouvez vraiment vous partir de la ville, et il y a tout un générique, et ça s'arrête. Bon, après ça revient quand même, parce que faut pas déconner, c'était pas la bonne fin, hein. Mais c'est assez drôle quand on l'a fait, on est un peu scotché, est-ce que j'ai vraiment fait ce choix ou pas? Est-ce qu'elle l'aurait fait aussi? Ouais. Mais oui. Alors, moi, mes moments forts, il y en a 2. Le premier, c'est déjà tout le pré-générique avec la violence d'un Bruce Wayne qui se fait capturer en public par des forces de l'ordre, ce qui nous donne déjà le ton de quelque chose de très dictatorial. Et puis la discussion d'un Hugo Strange qui est triomphant, qui a compris qui est Batman et qui le révèle déjà avant même qu'on ait commencé le jeu. C'est vraiment le meilleur moyen de bien faire comprendre que ça commence dans des situations qui sont plus critiques que celles qu'on avait rencontrées dans le premier épisode. Le deuxième moment fort pour moi, c'est tout le combat et toute la relation avec Mr. Freeze. Parce que finalement, ce combat, il est incroyable. Mais derrière, en plus, si vous faites toute la quête pour retrouver la femme de Freeze, alors que vous n'avez plus du tout cette obligation au niveau du scénario de base, vous la mettez en sécurité, vous allez l'annoncer à Freeze, et qu'est-ce que Batman va lui dire? Rentre chez toi, retrouve-la, tu vaux vachement mieux que ça, que de devoir encore continuer avec ton parcours de criminel. Tant que ta femme est en vie, veille sur elle. Et il y a une empathie très très forte entre Batman et le criminel, parce que ses causes sont justes, même si ses méthodes ne le sont pas.
Moi, j'ajouterais un moment que j'ai trouvé moins fort. C'est le moment en fait où on rencontre de nouveau Hugo Strange dans sa tour, et puis qu'il y a tout ce passage où il meurt, et puis qu'on apprend que Ra's al Ghul c'est le grand chef et tout ça. Moi, c'est vraiment un moment que j'ai complètement zappé de ma mémoire. J'avoue que vous me le remémorez maintenant que vous en parlez. C'est pas un moment qui m'a beaucoup touché. Par contre, toute la fin avec le plot twist final, autant la mort du Joker que le fait que on a eu 2 Jokers avec Clayface, Gueule d'Argile, j'ai trouvé ces passages particulièrement intenses et vraiment, vraiment chouettes. Et j'avoue que j'ai souvenir d'être devant mon écran à la toute fin du jeu en disant mais non, ils ont pas osé, c'est pas vrai, il y aura un autre truc à la fin que le Joker n'est pas mort, et c'est pas possible qu'ils ont osé tuer le Joker. Bref, j'ai particulièrement apprécié la fin, personnellement. Après, il y a aussi, en règle générale, dans les Arkham, il y a toujours le thème de la peur qu'on retrouve. Et notamment dans Arkham Asylum, on le retrouve énormément, clairement, parce qu'il y a l'épouvantail, et ça donne lieu à plein de... tout ce que vous voulez sur la peur, tous les trucs possibles et inimaginables. Et ensuite, dans Arkham City, il y a des phases où vous rencontrez le Chapelier Fou. Et c'est des phases mais totalement délirantes, quoi. Ça fait vraiment peur. Enfin, ça fait aucun sens. Il y a des espèces de lapins un peu à la Donnie Darko. C'est clairement. Incroyable. Moi, j'ai tout de suite eu cette impression de Donnie Darko aussi. Donnie Darko, c'est incroyable. Et ça fait quand même assez peur. Après, il y a dans chaque jeu, il y a un moment, ça se sent, c'est purement un peu vraiment jumpscare. Du sadisme de la part des développeurs. Dans Asylum, je sais plus exactement, mais en tout cas, dans Arkham City, quand vous allez dans le quartier général du Pingouin et que vous arrivez sur une patinoire, une espèce de patinoire, puis vous devez marcher pour pouvoir aller d'une salle à l'autre, vous baladez tranquillement et d'un coup il y a une espèce de requin énorme qui surgit et qui essaye de vous bouffer et c'est horrible. Mais genre j'ai sursauté comme je sais pas quoi. Mais j'ai sursauté encore plus. Là je m'en fous, j'en parle. Dans Arkham Knight, c'était horrible, c'était traumatisant. Moi aussi incroyable. J'ai été complètement surpris. Et... Vous êtes tranquillement, vous venez d'aller sur une tour et de récupérer les codes un peu pour pouvoir prendre la position de la tour un peu, je sais pas. Ensuite, il y a l'homme mystère qui vous lance, qui met un message sur un écran géant qui vous dit « Je retiens prisonnière Catwoman, alors il faut que tu viennes pour venir l'aider, sinon elle va mourir. » Et vous êtes là en mode « Bon, je viens de me taper une cinématique, encore une autre cinématique, ça va, je peux jouer. » Alors vous lancez, vous vous baladez dans Miagani Island, hein. Vous êtes tranquille et voilà, vous prenez votre grappin de bâtiment en bâtiment, et là dès que vous arrivez sur un bâtiment spécifique, il y a Man-Bat qui arrive, qui essaye d'un coup d'aile de vous choper. C'est horrible, mais horrible. C'est tellement bien fait parce qu'il n'y a aucune cinématique, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune transition. Et c'est horrible, j'ai jamais autant gueulé, je crois, que sur ce moment. Quand un épisode de Die Retro sur Arkham Knight. Une prochaine fois peut-être. Et d'ailleurs, c'est une transition magnifique pour vous dire au revoir et remercier infiniment les 2 experts que nous avons eus ce soir, cette journée, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Merci encore à Mouni et à Dr. D qui nous ont décortiqué Arkham City. Et quoi que vous ayez entendu, que ça vous ait plu ou pas, je vous conseille personnellement de tester cette série de jeux si vous êtes un minimum sensible à l'univers de Batman, parce que c'est vraiment très très bon, à part, comme on vous l'a dit, l'espèce de furoncle qu'est Origins, qui est quand même pas très bien reçu. Après, il a son public. Il reste bien, disons. Oui, ça reste un bon jeu. Clairement jouable et tout, bien, mais il est moins intéressant que les autres. Voilà. Donc c'était Tom Mario qui vous parlait et qui vous dit que vous pouvez nous suivre sur d'autres plateformes, sur la plupart des réseaux sociaux. On tourne aussi des Pixels Café et puis d'autres joyeusetés, d'autres vidéos. On vous invite à nous suivre sur notre site pixels-association.ch avec un www au début bien sûr. Et c'était tout pour aujourd'hui. On vous salue. À la prochaine.